Et si la prochaine déflagration mondiale ne venait ni de Pékin ni de Moscou, mais jaillissait du cœur brûlant du désert africain? Imaginez, chers auditeurs, que ce ne soient pas les grandes puissances traditionnelles qui déclenchent la tempête, mais bien une étincelle surgit là où personne n'osait plus regarder. Ce simple serrement de main entre Hannibal Kadhafi et Ibrahim Traoré, deux noms que l'Occident croyait effacés de l'histoire, fait vaciller les plus hautes sphères de Washington à Paris. Pourquoi? Parce que derrière ce geste se cache une alliance capable d'ébranler l'ordre mondial, bâti patiemment depuis plus de 70 ans. Ce scénario, aussi improbable qu'il puisse paraître, rappelle la surprise stratégique de l'alliance entre l'Allemagne et l'Union soviétique à la veille de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, les chancelleries occidentales furent prises de court, incapables d'imaginer que deux ennemis jurés puissent conclure un pacte qui redessinerait la carte du monde. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est à l'origine de ce bouleversement, portant un rêve que l'on disait enterré sous les ruines de Sirte et les sables du Sahel. Après l'exécution de Mouammar Kadhafi, les puissances occidentales se sont jurées d'éradiquer tout rêve d'une Afrique souveraine. Bombardements, sanctions, manipulations. Elles ont semé la discorde, convaincues d'avoir enterré l'idée même d'une Afrique maîtresse de ses richesses. Mais elles ont oublié une vérité fondamentale. On peut faire taire un homme, jamais un rêve. L'ambition du dinar d'or, cette monnaie africaine adossée à l'or, a survécu, tapie dans l'ombre, attendant son heure. Cette heure a sonné. Hannibal Kadhafi, héritier d'un nom devenu symbole de résistance, et Ibrahim Traoré, capitaine insoumis du Sahel, viennent de sceller une alliance redoutée. Les médias occidentaux l'ignorent, mais dans les coulisses du pouvoir, les stratèges s'inquiètent. Car ce projet n'est pas une lubie libyenne, il menace le règne sans partage du dollar. Le dinar d'or se veut bien plus qu'une monnaie. C'est une arme économique, un cri de ralliement pour une Afrique unie, fière, prête à reprendre la main sur son destin. Imaginez le séisme si, demain, pétrole, uranium et or africains n'étaient plus vendus en dollars, mais en une devise forgée par et pour les Africains. Cette révolution silencieuse avance, à l'abri des regards, mais chaque jour la peur grandit dans les salles de marché. Tourner le dos à ce qui se prépare serait courir le risque de ne rien comprendre quand la prochaine crise financière frappera, et d'en payer le prix fort sans y être préparé. Mais pourquoi cette alliance surgit-elle aujourd'hui ? Comment un simple geste entre Tripoli et Ouagadougou peut-il devenir le cauchemar de Wall Street? Pour saisir toute la portée de ce pacte, il faut remonter aux racines du chaos libyen. Remontons le fil du temps. Au lendemain de l'an 2011, la Libye, autrefois phare du continent africain, s'est effondrée dans un chaos méthodiquement orchestré. Ce bouleversement n'a pas seulement détruit des infrastructures ou des vies humaines, il a brisé le rêve d'une Afrique qui écrit sa propre histoire. Des villes entières, naguère prospères, sont devenues des champs de ruines. Les hôpitaux manquent de tout, les écoles sont désertées ou transformées en casernes. La Libye, jadis moteur de la coopération africaine, est devenue le symbole de la dépossession. Imaginez, du jour au lendemain, tout s'effondre. Votre quotidien, vos certitudes balayées sous le fracas de bottes étrangères. Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité de millions de Libyens depuis plus d'une décennie. Autrefois, la Libye était l'exception africaine. L'électricité ne coûtait rien, l'essence valait moins que l'eau. Les soins étaient accessibles à tous, la vie se déroulait avec dignité. On marchait la tête haute, fier parmi les nations. Prenons l'exemple d'Amara, professeur d'histoire à Tripoli. Il incarnait le respect et la stabilité. Aujourd'hui, il conduit un taxi à Tripoli, sillonnant des rues dévastées, portant la honte d'avoir tout perdu. Son histoire n'est pas isolée. Elle reflète une génération fracassée par la guerre, les humiliations, la misère orchestrée par des mains étrangères. L'Occident a promis la démocratie, mais a livré un cauchemar. Les milistes font la loi, imposant leur règne par les armes. Les jeunes ont abandonné les livres pour les fusils. Les écoles sont devenues des casernes. Chaque course d'Amara est un pari risqué. À chaque barrage, il fait face à des adolescents armés, enfants soldats d'un conflit sans fin. Pour mieux saisir la réalité, imaginez la scène. Amara, au volant de son taxi cabossé, traverse la ville. Devant lui, 4 barrages tenus par des adolescents à peine sortis de l'enfance. Ces jeunes, armés de fusils, flambant neufs, exigent des péages pour laisser passer les véhicules. Cette extorsion quotidienne n'enrichit ni l'État ni le peuple, mais finance des milices qui se disputent le contrôle des quartiers. Amara se souvient du temps où ces jeunes auraient été ses élèves, passionnés d'histoire et de culture. Aujourd'hui, ils versent une larme en voyant leur avenir sacrifié sur l'autel du chaos. Devant l'impuissance du peuple, les richesses pétrolières sont pillées.
Les pétroliers quittent les ports, remplis d'or noir, tandis que les stations-service de Tripoli sont vides. L'argent s'envole vers des comptes offshore, enrichissant élites corrompues et puissances étrangères, jamais le peuple. Pourtant, dans les mémoires subsiste un éclat de fierté. Malgré la propagande, malgré la terreur, la dignité n'a pas totalement disparu. Les Libyens n'ont pas oublié ce que signifie le mot souveraineté. Oublier ce passé, c'est accepter le mensonge. C'est renoncer à comprendre la profondeur du malaise africain et la gravité du drame vécu par tout un peuple. Mais un frémissement parcourt aujourd'hui le continent. Une alliance nouvelle naît, porteuse d'espoir et de revanche, prête à bouleverser l'histoire. Ce qui semble n'être qu'une photo entre deux chefs d'État résonne en réalité comme un coup de tonnerre géopolitique. La poignée de main entre Ibrahim Traoré et Hannibal Kadhafi fissure les certitudes d'un ordre mondial que l'Occident croyait éternel depuis plus d'une décennie. Ce n'est pas un simple symbole, c'est le point de départ d'une alliance que le Pentagone redoute plus que tout. Pour la première fois depuis l'an 2011, l'Afrique ne se contente plus d'un rêveur isolé. Elle voit surgir deux leaders. Complémentaires, Hannibal, l'architecte revenu de l'enfermement, et Traoré, le soldat forgé par les sanctions et l'encerclement. Tous deux portent dans leur chair les cicatrices d'une domination étrangère, et tous deux veulent rallumer la flamme panafricaine, là où elle a été étouffée par les bombes et les blocus. Hannibal, marqué par plus de 10 ans de captivité, a compris ce que peu de diplomates occidentaux acceptent. La force de l'Afrique ne se trouve pas dans les palais feutrés, mais dans les tribus, les alliances profondes et les réseaux invisibles qui dessinent une carte du pouvoir ignorée par Paris, Washington et Bruxelles. Désormais, la partie se joue sur les pistes du Sahel et dans les assemblées tribales du Nord, loin des regards occidentaux. Ibrahim Traoré, quant à lui, voit dans la Méditerranée libyenne bien plus qu'une frontière. C'est une voie de survie pour la révolution sahélienne. Un passage pour contourner l'asphyxie économique, briser la dépendance logistique à l'Occident et offrir une bouffée d'oxygène à des peuples entiers frappés par les sanctions. Leur projet est aussi limpide qu'ambitieux. Unir l'or du Sud, pillé depuis des générations, au pétrole du Nord, trop souvent siphonné par des intérêts étrangers. Ensemble, ces deux ressources pourraient servir de socle à une monnaie nouvelle, à l'abri des spéculateurs et des sanctions, faites pour porter l'autonomie africaine. Ce rêve porte un nom, le dinar d'or, version 2.0. Pour illustrer ce que représente une telle monnaie, rappelons-nous la révolution du franc CFA, imposée après la Seconde Guerre mondiale par la France dans ses anciennes colonies. Cette monnaie, contrôlée depuis Paris, a privé des générations entières de leur souveraineté monétaire. À l'inverse, le dinar d'or serait contrôlé localement, adossé à des réserves tangibles, et non à la promesse d'un État étranger. Mais l'onde de choc ne s'arrête pas là. Pour la première fois, la diaspora africaine se sent véritablement interpellée, incarnée par la figure de Malik. Il cristallise ce désir de retour, cette volonté de renaissance. Ce n'est plus seulement une affaire de lutte politique, c'est une promesse de dignité, un projet d'avenir qui touche des millions de personnes à travers la planète. Prenons l'exemple de Malik, ingénieur sénégalais vivant à Londres. Après des années passées à œuvrer pour de grandes entreprises occidentales, il décide de revenir investir dans l'agriculture au Sénégal. Pour lui, la création d'une monnaie africaine solide serait le signal attendu pour rapatrier ses économies et contribuer à la prospérité de sa terre natale. Comme Malik, des millions de membres de la diaspora attendent un signe concret de changement. L'enjeu pourtant est vertigineux. Si ce pacte échoue, c'est le retour à la case départ pour des dizaines de millions d'Africains. L'ancien système reprendrait la main, condamnant une génération supplémentaire à la domination, à l'humiliation économique et à l'effacement international. Dès lors, une question se pose. Pourquoi ce plan fait-il trembler les puissances occidentales ? Qu'est-ce qui rend le dinar d'or version 2.0 si menaçant pour l'ordre établi ? Levons le voile sur les ressorts de cette arme économique inédite. Pour comprendre l'ampleur du danger, il faut remonter à la genèse du dinar d'or, car derrière ce projet se cache une révolution monétaire qui pourrait bouleverser l'équilibre mondial. Un séisme monétaire se profile à l'horizon. Personne n'y échappera, ni l'Afrique, ni le reste du monde. Imaginez, un corridor économique, invisible aux yeux des Occidentaux, relie désormais le Sahel à la Méditerranée. Ce projet, jadis rêvé par Kadhafi, renaît sous une forme imprenable, protégé des sanctions et des ingérences extérieures. Au centre de cette révolution, le dinar d'or, une monnaie adossée à l'or et au pétrole africain. Si elle voit le jour, l'impact sera colossal.
Le dollar vacillera, la valeur des devises occidentales chutera et les prix de l'énergie flamberont en Europe comme en Amérique du Nord. Pour la première fois en 100 ans, l'Afrique pourrait reprendre le contrôle de ses richesses et inverser la hiérarchie mondiale. Pour bien saisir la portée de ce bouleversement, souvenons-nous de l'embargo pétrolier de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole en 1973. En cessant de vendre leur pétrole en dollars, ces pays avaient provoqué une crise économique mondiale sans précédent, faisant bondir les prix de l'essence, plongeant l'Occident dans la récession et redéfinissant le rapport de force mondial. Un dinar d'or africain aurait un effet similaire, mais à une échelle démultipliée, car il concernerait non seulement le pétrole, mais également l'or, l'uranium, le cacao, le coton et bien d'autres ressources stratégiques. Mais cet espoir fait trembler les puissances occidentales. Préparez-vous à voir surgir une vague de désinformation, des tentatives de coups d'État, des sabotages économiques et peut-être même des interventions militaires. Pour l'Occident, ce n'est plus seulement une histoire d'argent, c'est la peur de voir s'effondrer un système qui leur garantissait domination et stabilité. Dans l'ombre, les BRICS retiennent leur souffle. Chine, Russie, Brésil et leurs alliés voient en cette alliance africaine le chaînon manquant d'un monde multipolaire, où le dollar ne serait plus roi. Désormais, l'Afrique n'est plus un terrain de chasse, mais un partenaire incontournable. Pourtant, rien n'était gagné. Le risque est immense. Si cette alliance échoue, l'Afrique risque de replonger dans 50 années de chaos, de spoliation et d'humiliation. Mais si elle réussit, c'est le réveil d'un géant, une Afrique souveraine, fière, capable d'imposer ses choix au monde entier. Pour l'Occident, l'ombre d'une crise économique sans précédent plane. Pour les Africains, c'est quitte ou double, reconquérir leur souveraineté ou retomber sous le joug. Ce qui se joue ici dépasse de loin les frontières. Cela touche à notre quotidien, à notre avenir, où que nous soyons sur la planète. Mais alors, comment ces nouveaux leaders africains comptent-ils déjouer la machine à chaos qui a toujours brisé les rêves d'émancipation du continent ? Tout repose sur leurs stratégies secrètes, leurs alliances imprévues et leur capacité à transformer la colère en pouvoir. Observons quelques scénarios concrets. Premièrement, la diversification des alliances. Plutôt que de se reposer sur les anciennes puissances coloniales, les pays africains pourraient renforcer leurs liens avec les BRICS, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est. Par exemple, l'Algérie a récemment multiplié les accords d'échange avec la Chine, tandis que le Nigeria s'est rapproché de la Turquie pour sécuriser ses exportations agricoles. Une telle diversification réduit la capacité de nuisance des sanctions occidentales. Deuxièmement, la sécurisation des réserves. Comme le fit la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale, l'Afrique pourrait bâtir des réserves d'or à l'abri des saisies. Des coffres-forts souterrains, disséminés dans plusieurs pays, pourraient protéger les avoirs du dinar d'or. Cela rappellerait la stratégie du Venezuela, qui a tenté de rapatrier son or depuis la Banque d'Angleterre face aux pressions américaines. Troisièmement, la révolution numérique, la création d'une plateforme panafricaine de paiement, indépendante de SWIFT, inspirée par le système de paiement interbancaire russe MIR ou le CIPS chinois. Cette solution technologique permettrait de contourner d'éventuelles exclusions bancaires et de fluidifier les échanges intra-africains. Enfin, le réveil des consciences. Les leaders africains savent que la victoire ne sera possible que si le peuple adhère au projet. D'où la multiplication des campagnes d'éducation populaire, des forums citoyens, des programmes d'alphabétisation monétaire. Au Ghana, par exemple, des milliers de jeunes suivent des formations sur la gestion financière et l'histoire du panafricanisme pour devenir des ambassadeurs du changement. Ce n'est qu'en comprenant ces manœuvres de l'ombre que l'on peut mesurer l'ampleur de la bataille en cours et découvrir jusqu'où les adversaires de ce nouvel ordre sont prêts à aller pour préserver leur hégémonie. Mais l'arme la plus puissante n'est pas la bombe ni la force brute, c'est l'exemple. Ce que cette alliance révèle dépasse la simple question de devise ou de marché. Ici, il s'agit de dignité, de mémoire et surtout de cette conviction profonde que l'Afrique peut et doit devenir son propre sauveur. Ce combat longtemps invisible, mené loin des caméras, n'a rien d'un rêve naïf. Il prouve que des solutions africaines sont déjà à l'œuvre, prêtes à défier l'ordre établi. Pour illustrer cela, rappelons-nous la révolution silencieuse du Rwanda, qui a, en moins de 30 ans, transformé un pays meurtri en une nation modèle d'innovation et de résilience. Ce n'est pas l'aide occidentale qui a permis cette réussite, mais bien la volonté politique locale, l'unité nationale et la détermination à refuser l'humiliation. La dépendance à l'Occident ? Voilà un mythe forgé et entretenu depuis plus de 100 ans. Le projet du dinar d'or et l'union des ressources africaines lancent un défi clair.
L'Afrique n'est pas condamnée à attendre la charité ni l'approbation des puissants. Elle détient en main les clés de sa renaissance et cette alliance inattendue en est la confirmation éclatante. Mais le terrain économique n'est qu'une partie de la bataille. L'autre front, tout aussi décisif, se joue dans les esprits, les médias, les récits que l'on raconte ou que l'on tait. Refuser la propagande, soutenir les voix des Amaras et des Maliks aux quatre coins du continent, c'est résister à l'effacement programmé de l'histoire et du courage africain. Aujourd'hui, contrôler le récit est aussi stratégique que de posséder du pétrole ou de l'or. À titre d'exemple, l'Afrique du Sud a lancé en 2018 une chaîne d'information multilingue visant à contrer les fake news et à réhabiliter l'histoire du continent. Au Burkina Faso, des podcasts éducatifs diffusés dans les langues locales expliquent aux jeunes les enjeux de la souveraineté monétaire et du panafricanisme. Ces initiatives, apparemment modestes, sont en réalité des armes redoutables contre l'aliénation culturelle. Vous qui écoutez, vous avez un rôle à jouer, où que vous soyez. Même loin, chaque geste compte. Partager l'information, soutenir les initiatives locales, refuser la résignation que l'on tente d'imposer. L'enjeu n'est pas seulement la solidarité, mais un engagement vital pour la justice et la mémoire. Rester passif, c'est abandonner l'écriture de notre histoire à d'autres mains. C'est accepter que le silence enterre les espoirs de tout un continent, que nos enfants héritent de souvenirs mutilés de leur dignité et de leur avenir. L'heure n'est plus à l'attente. Il faut choisir maintenant entre la passivité et l'action, entre l'oubli et la fierté retrouvée. La boucle est bouclée. Le choix est là, devant chacun de nous, rester spectateur ou devenir acteur du sursaut africain. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Déjà, des forces contraires s'organisent pour entraver cette dynamique. Qui aujourd'hui a le plus à perdre si l'Afrique affirme enfin sa souveraineté? La plus grande menace pour un empire n'est pas un homme, mais l'exemple qu'il offre. L'empereur est nu. Aujourd'hui, ce que redoute le Pentagone n'est ni un missile, ni même une insurrection armée. C'est la renaissance d'une idée. Une Afrique qui ose défier le récit imposé, qui prouve que le rêve de souveraineté n'a jamais disparu, seulement été étouffé, et qui revient, plus puissant que jamais. Pourquoi cette peur sourde, viscérale, qui traverse Washington jusqu'aux salles de marché de Londres? Parce que ce qui se joue ici dépasse la question du pétrole ou de l'or. Ce qui obsède les stratèges, ce n'est pas la force des armes, mais la capacité d'un peuple à briser la propagande, à se réapproprier son avenir. C'est le risque que l'exemple devienne contagieux, que le non d'hier se transforme en cri de ralliement pour tout un continent demain. Le dinar d'or, l'alliance inédite entre Traoré et Hannibal Kadhafi, l'unification des ressources stratégiques, tout cela n'est pas qu'une revanche après la chute programmée de la Libye. C'est un défi frontal à l'ordre mondial, une démonstration silencieuse que la dignité ne s'achète pas en dollars et que le destin d'un peuple ne se décide pas dans les couloirs des chancelleries occidentales. C'est l'exemple qui fissure la façade, qui inspire, qui dit à chaque Amara, à chaque exilé, à chaque jeune de la diaspora: l'histoire peut être réécrite. Le vrai danger pour le système n'est pas une poignée de chefs d'État. Le vrai danger, c'est que vous, moi, chacun, nous cessions de croire à l'inéluctable, que nous arrêtions de gober les mantras sur l'Afrique divisée, l'Afrique incapable, et que nous décidions enfin d'ouvrir les yeux. Car face à la machine de propagande, il existe une arme vieille comme le monde, la vérité qui circule, qui relie, qui rallume la flamme de la dignité. À ce stade, la question n'est plus seulement géopolitique ou financière, elle était devenue intime et collective à la fois. Serons-nous ceux qui laissent la propagande triompher, ou ceux qui osent relayer l'exemple, qui refusent la fatalité et participent à ce basculement? Chacun a le pouvoir de transmettre la vérité, d'interroger l'ordre établi, de soutenir la réécriture de notre avenir. Ce choix vous appartient, aujourd'hui. L'histoire des empires l'a prouvé. Il suffit d'un peuple qui cesse de croire à la magie et l'illusion s'effondre. L'empereur est nu et désormais il ne tient qu'à nous de le dire haut et fort.